L'aéropostale va être confrontée à deux dangers. Les dangers techniques, que j'ai évoqués tout à l'heure. Les Breguet 14 sont robustes, simples mais robustes, mais les conditions d'utilisation sont absolument désastreuses pour les Breguet 14. Pas de carte météo. Quand l'orage en montagne arrive, l'usure des moteurs, qui sont de simples moteurs avec une hélice au bout, et puis les tempêtes du désert qui entament le poids de l'hélice. Donc des avions robustes, mais abîmés très rapidement par les conditions d'utilisation, et des conditions qui vont quand même conduire, entre 1920 et 1933, à la mort de 120 pilotes. Écrasés, brûlés vifs dans l'avion, disparus en mer, torturés dans le désert par des pillards, 120 pilotes vont y laisser la vie en 13 ans d'existence de l'aéropostale. Donc on a ces dangers techniques. Alors pour mettre fin à l'hécatombe, l'ATCOR va lancer deux nouveaux avions. Et vous voyez la différence avec le Breguet 14 que je vous montrais tout à l'heure. Là, on a des avions qui sont déjà bien plus solides, avec de véritables ailes, un moteur bien plus puissant. C'est ce qui va permettre aux pilotes de moins risquer leur vie. Et en 1930, grâce à ces deux avions, l'aéropostale exploite un réseau de 17 000 km de lignes aériennes, rassemblant 80 pilotes, 250 mécaniciens, 53 radios, 250 marins et possédant 218 avions et 21 hydravions et 8 navires. Donc, grâce aux LATECOR 25 et 26, on va réussir à surmonter les dangers techniques. Mais il y a un autre type de danger qui guette, ce sont les dangers politiques. En 1927, Saint-Exupéry est nommé chef de poste à Cap Juby, qu'on voit ici, dans le Rio de Oro, une zone insoumise du Sahara espagnol. Théoriquement, l'Espagne maîtrise cette zone-là, mais en réalité, elle fait face à une dissidence de tribus morts et de tribus de bédouins. Or, pour les rebelles morts, un avion qui tombe du ciel en raison d'une panne, d'un problème, ça représente une rançon possible. On capture le pilote et on le libère contre des espèces sonnantes et trébuchantes, ou bien contre des fusils et des chameaux, qui sont aussi une excellente monnaie d'échange à l'époque. Alors je vous donne un conseil. Si un jour vous faites capturer par les tribus morts, il faut d'un côté apparaître suffisamment important pour être gardé en vie, mais pas être non plus trop important, parce que si vous prétendez, comme c'est le cas de certains pilotes, être un directeur important, attention, moi je suis quelqu'un d'important, eh bien les tribus morts font monter la rançon. Quelqu'un d'important, c'est une rançon plus importante, et les négociations s'éternisent pour arriver à faire comprendre aux tribus que vraiment la demande est exagérée. Donc attention, beaucoup de pilotes vont se faire prendre à ce piège, et quand Saint-Exupéry est nommé à Cap Juby, eh bien il a un travail d'ambassadeur à mener auprès des tribus morts, se faire connaître, et puis négocier la libération des pilotes qui ont été capturés par les morts. Des pilotes tombés en panne, dont l'avion a connu un problème. Et je vous cite une petite phrase écrite à sa mère dans son courrier. « Ma mission consiste à entrer en relation avec les tribus morts et essayer, si possible, de faire un voyage en dissident, de voyager chez eux. Je fais un métier d'aviateur, d'ambassadeur et d'explorateur. » Et c'est ce qui lui vaudra d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur, parce qu'il va permettre la libération en 1928 de Marcel Rennes contre 4500 francs, et un peu plus tard, il va permettre la libération de
Jean Mermoz. Mais Jean Mermoz est un personnage important, ça coûtera 12 000 francs. Et ça prendra 4 mois. Donc il est libéré de la Légion d'honneur au titre de l'aviation civile. Mais ce qui marque Saint-Exupéry à Cap-Juby, c'est la vie de dépouillement qu'il va connaître. Quelle vie de moine je mène? C'est un dépouillement total, un lit fait d'une planche et d'une paillasse maigre, une cuvette, un pot à eau, une chambre de monastère. Le lit est tellement petit, le lit de Saint-Exupéry est tellement petit parce que lui est très grand, qu'il est obligé de rajouter une caisse au bout du lit pour pouvoir tenir allongé parce que la paillasse est trop courte pour son grand corps. Mais heureusement, il y a des amusements et notamment, il va capturer un renard fennec. J'élève un renard fennec ou renard solitaire. C'est plus petit qu'un chat et pourvu d'immenses oreilles, c'est adorable. Et vous aurez reconnu ici le renard du Petit Prince un peu plus tard. C'est directement issu de son expérience à Cap-Juby. Et puis, à Cap-Juby, il n'y a pas la télé, il n'y a pas la radio, il n'y a pas le cinéma, il n'y a pas Internet, naturellement. Et donc, comment est-ce qu'on s'occupe? Eh bien, on s'occupe en écrivant. Et c'est à Cap-Juby que Saint-Exupéry, dans les longues plages de temps libre que lui laisse sa mission, qu'il va se mettre à écrire. Je vous cite encore sa correspondance. « Je lis un peu et je me suis décidé à écrire un livre. J'ai déjà une centaine de pages et je suis empêtré dans sa construction. » Donc, c'est dans ces moments de temps libre que Saint-Exupéry va se mettre à l'écriture. On en reparlera